des élections législatives provinciales. C'est toujours dans la simplicité que réside la véritable grandeur. C'est par ces mots que nous vous souhaitons la bienvenue à CJT Sava, le journal décontracté de Numérica Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir tout de suite. Arrivé à Kinshasa ce vendredi, le membre du Conseil de sécurité des Nations Unies consulte déjà la CENI, le gouvernement, l'opposition, mais aussi la Commission nationale épiscopale catholique. Donc, les contacts se poursuivent, même si entre-temps, certains par-dessus ne comprennent pas ces deux poids, deux mesures. Des précisions dans ce journal qui reçoit comme invité Seth Kikouni. Il est un de 21 qui ont osé exprimer leur ambition de gérer ces pays. Monsieur Seth Kikouni, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue au JT Sava. Merci. L'actualité, c'est encore Dr Mukwege, honoré par tous après son Nobel. Quel est donc ses prix et qui représente-t-il en termes honorifiques, mais aussi matériels et financiers? Nous reviendrons sur les origines du prix Nobel dans ce journal. De la joie de toute une nation, célébrant un des plus grands mérites au monde, accordé à un de ses dignes fils, aux nouvelles pas heureuses tombées ce matin, parvenant de la province du Congo central. Comment ne pas parler de ces drames dans le village Mbuba, dans les territoires de Madimba, non loin de la ville de Kisantu? On comptait encore cet après-midi une cinquantaine de morts, selon le gouverneur intérimaire de la province, Atumbwana, qui a parlé d'un camion-citerne appartenant à la société African Oil, qui, ne respectant pas les consignes de sécurité, est allé entrer en collision avec un autre camion. Le choc aurait ensuite produit un gros incendie qui s'est propagé jusqu'aux habitations longeant la grande route, faisant ainsi victimes et dégâts. Avant l'explosion, d'autres sources évoquaient un mouvement de population venu avec les bassines pour recueillir du carburant. Le gouvernement central a dépêché sur place ce samedi une délégation conduite par le vice-premier ministre José Makila Soumanda. Aucune source officielle jointe n'a tenu à nous en dire plus. Nos condoléances donc aux familles attristées. Condoléances, Seth Kikouni, que vous pouvez profiter aussi pour présenter à toutes ces familles qui ont perdu certains de leurs membres aujourd'hui. Effectivement, je profite pour présenter mes condoléances à toutes ces familles-là, tous ces jeunes gens-là qui sont partis là-bas pour chercher de l'argent pour leur famille et qui sont tombés sur ces drames. Nous avons vu les photos terrifiantes, mais pas facile du tout. Autre chose, la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies, conduite par les représentants permanents de la France aux Nations Unies, François Delattre, c'est comme ça qu'il s'appelle, séjourne depuis vendredi à Kinshasa, capitale de la RDC. Qui ont-ils rencontré jusque-là? Quel est le reste de leur agenda? Nous avons posé la question à Florence Marshall, porte-parole de la mission onusienne en RDC. Aujourd'hui, ils ont eu une réunion ce matin avec des représentants du gouvernement congolais et aussi donc à l'hôtel du gouvernement avec le Premier ministre notamment et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Ensuite, ils ont rencontré les principaux partis de l'opposition. Avec lesquels ils ont échangé pendant 1h30. Et là, ils sortent d'un déjeuner de travail avec une délégation de la SENCO. La SENCO. Voilà. Et là, ils s'apprêtent à rentrer dans une réunion avec la société civile. Et qu'à retenir pour le reste du programme, la journée de demain par exemple? Demain, ça va être essentiellement des réunions internes sur le mandat de la MONUSCO, avec les agences et programmes des Nations Unies. Les réunions externes sont quasiment toutes aujourd'hui. La délégation du Conseil de sécurité a échangé avec quelques représentants de l'opposition politique, ont été présents à cette rencontre.
Pierre Lumbi et Delis Sanga pour le compte d'Ensemble, Félix Tshisekedi et Jean-Marc Kaboun pour l'UDPS, Vital Kamerhe et Jean Baudouin-Mayo pour l'UNC, F. Bazaïba et Fidel Babala pour le MLC, Martin Fayoulou, ainsi que l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito. Seulement quelques personnalités, selon l'avis du collectif de quelques candidats présidents de la République en lice pour le scrutin de décembre. Ces collectifs émettent le vœu d'être aussi reçus pour faire entendre leur voix. Quelle suite à accorder à cette demande? Une fois de plus, écoutons Florence Marchal. Je disais, nous allons écouter la réponse de Florence Marchal. Je pense que nous sommes en phase avec la régie. Des contraintes d'espace. Il y a déjà 15 membres au Conseil de sécurité, plus les personnes qui sont avec elle. Vous savez, c'est toujours compliqué dans ce genre de visite d'arriver à satisfaire tout le monde. Il y a toujours des contraintes de temps, des contraintes d'espace. Il y a déjà 15 membres au Conseil de sécurité, plus les personnes qui sont avec elle. Il y avait autant de membres, enfin il y avait une vingtaine de personnes de l'opposition, et je pense que le choix des personnes se fait vraiment en essayant de satisfaire tout le monde et que les voix de tout le monde puissent être entendues. Il n'y a aucune volonté d'exclure qui que ce soit, mais après il y a la réalité du temps, la réalité des salles de réunion, etc. Et qui fait qu'on ne peut pas malheureusement inviter tout le monde. Seth Kikouni, vous faites partie de ces collectifs. Comment vous avez appelé ces collectifs qui réunissent quelques candidats présidents? Ça porte un nom? Oui, ça porte un nom, le collectif des candidats présidents de la République. Et je tiens à souligner ici qu'avant de créer ces collectifs, nous avons appelé tous les candidats. Et certains ont répondu, certains ont promis de venir mais ne sont jamais venus, mais tous les candidats ont été contactés. Donc notre union est beaucoup plus technique, c'est fonctionnel parce que nous voulons résoudre tous ces problèmes-là qui nous concernent tous. Quand on dit que c'est fonctionnel, ça veut dire quoi? Vous n'êtes ensemble que pour vos intérêts en commun et après chacun évolue de sa façon? Oui, nous sommes tous candidats concurrents, mais il y a de ces problèmes-là qui nous dépassent, que nous devons aborder, affronter ensemble. Nous avons créé ces collectifs-là pour résoudre ces problèmes-là ensemble et ensuite nous verrons comment est-ce que nous irons aux élections. Regardez un peu là, c'est vrai qu'il y a des membres du Conseil de sécurité. Vous n'êtes pas de ceux-là et vous dites non, pourquoi? Non, il y a une particularité avec les membres de l'opposition qui ont été reçus. Si vous les remarquez bien, ça fait partie du groupe où les opposants ont été invalidés. Et donc, ils avaient beaucoup plus élargi. Il y a beaucoup plus de candidats invalidés de ces côtés-là. Nous sommes candidats présidents validés. Et puis, notre groupe sera reçu par l'intermédiaire de Mme Marie-Josée Ifoko, qui sera reçue demain. Nous avons préféré la seule dame, c'est la raison pour laquelle nous avons préféré que ce soit elle, parce que c'est la seule femme candidat président de la République dans le groupe de 21. Donc elle sera reçue demain et au nom du collectif, elle va aussi soumettre nos préoccupations par rapport au processus. Quelles sont ces préoccupations à ce stade, Seth Kikouni? Il y a le problème de la machine à voter que le collectif a décidé d'ignorer complètement. Parce que nous pensons non à la machine à voter et ça nous fait perdre du temps. Nous voulons passer à autre chose parce que le calendrier prévoit l'impression des bulletins du 20 septembre au 5 décembre. Nous avons demandé à la CENI de se concentrer sur l'impression de ces bulletins-là en impliquant les témoins de chaque candidat. Parce qu'on veut que la CENI puisse imprimer le nombre de bulletins qu'il faut. Que la CENI n'aille pas imprimer 80 millions de bulletins à la place de 45 millions, c'est là que peut commencer la tricherie. Par rapport à la machine à voter, tout le monde avait son avis, mais il y a eu débat. Nous avons choisi de nous limiter au texte. La loi interdit le vote électronique et nous nous sommes limités là. Apparemment, vous aussi, personnellement, vous avez changé d'avis. Vous disiez que ce n'était qu'une machine à imprimer. Vous minimisiez un peu ces problèmes que les autres voyaient déjà grands, apparemment. Non, mais écoutez, l'essentiel n'était pas de soulever un problème. Le plus important, c'était de proposer une solution. C'est ce que nous avons essayé de faire. Mais quand nous sommes réunis avec les collectifs, nous avons essayé d'évaluer tous les points de vue et nous sommes tombés d'accord sur le point que la loi
doit prévaloir. Donc, nous avons choisi de nous limiter au côté légal. Et puis, c'est important pour nous d'avancer. Écoutez, les gens ont présenté les projets des sociétés. Il n'y a pas eu de débat jusque-là. Jusqu'aujourd'hui, on continue de parler de la machine à voter. C'est incroyable. Vous pensez qu'il y a d'autres questions qui sont aussi importantes que la machine à voter qui doivent être évoquées à ce stade? Oui, l'orientation que notre pays doit prendre sur le plan économique et politique est très importante. C'est plus important que la machine à voter. Nous devons nous concentrer sur cela. Parce que les textes sont clairs. On ne veut pas de la machine à voter, il n'y aura pas de machine à voter et on peut aller aux élections le 23 décembre sans machine à voter. Je ne vois pas pourquoi est-ce que la CENI continue à insister là-dessus. Ils ont convoqué une autre réunion technique pour le mercredi. C'était une décision unilatérale, je dois l'avouer, de la part de M. Corneille Nangaa, parce qu'on n'était déjà pas d'accord avec la machine à voter. Parce que vous étiez déjà ensemble au cours de cette semaine. Vous vous êtes croisés, vous, le candidat président, et le président et le bureau, je vais dire, de la Commission électorale nationale. Et le bureau, oui. Et puis 19 candidats ont manifesté, ont dit qu'ils voilà, ils ne voulaient pas de la machine à voter. Nous apprenons que c'était chaud. C'était chaud, oui. D'ailleurs, la réunion a pris 5 heures. Tout le monde a parlé. Il y en a qui ont parlé plus d'une fois. C'était chaud. Il n'y avait que le candidat du FCC qui s'est prononcé en faveur de la machine et le reste était contre la machine. Alors, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il a convoqué cette réunion-là dite technique. Technique pour nous prouver que la machine peut être utilisée comme une imprimante. Ce n'est pas ce que nous demandons. Un prochain rendez-vous avec le bureau de la CENI, c'est quand le prochain rendez-vous? Le mercredi. Et parmi les exigences du collectif, puisqu'on parle de ces collectifs, les 7, on apprend que certains s'ajouteront bientôt ou sont en train de venir. Dans leur mémoire, ils se sont penchés sur la question de la sécurisation des présidentiables et l'accès à un même traitement pour tous. Et réponse de la police, tous les candidats présidents de la République ont droit au même traitement en ce qui concerne leur sécurisation. L'affirmation a été faite ce samedi par le porte-parole de la police nationale congolaise. Et parmi les exigences du collectif, je veux dire, dans l'argumentaire du porte-parole de la police, il y a aussi le fait de la garde rapprochée du candidat Chadari. Ça aussi, c'était une préoccupation pour vous, M. Seth Kikouni. Le porte-parole de la police vient de dire que c'est normal que le candidat Chadari soit plus gardé, plus entouré que vous, vu la fonction qu'il vient d'occuper. C'est un ancien vice-premier ministre. Oui, mais il y a contradiction à tous les niveaux. Ce n'est pas ce que Chadari a dit ce jour-là à la réunion. Nous avons soulevé cette question-là. La réponse de la CENI, bien sûr, était que la CENI va faire son plaidoyer pour que tous les candidats puissent avoir ces gardes-là. Parce que, selon les calendriers, on devra avoir ces gardes-là le 19 septembre, le jour de la proclamation de la liste définitive. Toujours rien. Toujours rien. Et la CENI a promis de travailler là-dessus pour que nous puissions avoir ces gardes. Mais Chadari avait ses gardes depuis le jour où il a été désigné dauphin. Seth Kikouni, vous avez, en tant que candidat président de la République, ça vous arrive de répéter cette phrase, vous n'êtes pas un super-homme. Est-ce que vous avez forcément besoin d'être gardé ou protégé comme un super-homme? Non, mais c'est un droit. Ils doivent d'abord nous soumettre cette option-là. C'est maintenant à nous de choisir si on veut de ces policiers-là ou non. Mais on veut seulement que la loi... Bon, on n'a pas encore décidé pour l'instant, mais on ne prendra pas les 25 policiers. D'ailleurs, il se posera un autre problème au-delà du nombre, parce que la loi dit que ces policiers-là doivent être pris en charge par le Trésor public, mais nous savons tous que le Trésor public ne le fera pas. Donc, nous allons d'abord nous battre dans ce sens-là, sinon nous serons obligés de limiter ces nombres-là, parce qu'à la fin, il faut savoir que ces policiers-là viennent du pouvoir. M. Chadari a dit pendant la réunion que le gouvernement, c'est le FCC. Donc on a... Monsieur Seth Kikouni, dites-nous un peu, quand on dit candidat président de la République ici à Kinshasa, au Congo, depuis quelque temps, on s'est dit vous avez tout. Un candidat président de la République est censé avoir tout. Il ne peut manquer de rien. Que pensez-vous de cette façon-là de voir les choses? On dit vulgairement, même lui, candidat à la présidence. Oui, justement, c'est parce que, écoutez, avec ma candidature, je veux expliquer une autre façon de faire la politique. Le président de la République ne doit pas être un super-homme. Il doit être un serviteur. C'est une personne normale qui vient servir tout le peuple. Alors,
Pendant la campagne, ce sont des choses que nous allons essayer d'expliquer. Parce que lorsque nous descendons sur le terrain, le peuple s'attend à ce que les candidats puissent donner, puissent acheter des voix, puissent convaincre avec de l'argent. Mais c'est une mauvaise pratique parce qu'à la fin, quand les candidats dépensent beaucoup d'argent, quand ils prennent le pouvoir, il fait quoi? Ils cherchent à récupérer. Ce n'est pas une bonne pratique. Partout dans le monde, on voit comment est-ce que les gens cotisent pour que leur candidat puisse remporter les élections. Donc nous sommes en train de déconstruire cette façon-là de comprendre la politique. Ce ne sera pas facile, mais beaucoup de gens comprennent déjà. Monsieur Kikouni, une fois nous vous avons posé la question de savoir qu'est-ce qui vous avait poussé à postuler. Aujourd'hui, nous reformulons cette question. En quoi pensez-vous être différent des autres pour faire différemment les choses? Je suis la meilleure personne pour faire entrer la République démocratique du Congo dans le 21e siècle. Ça dans Jeune Afrique, assez prétentieux comme phrase. Pas prétentieux. Écoutez, aujourd'hui, les enjeux sont différents des enjeux que nous avions dans les années 90. Et lorsque vous regardez notre classe politique, la plupart des gens semblent vivre encore dans le 20e siècle. C'est inadmissible. Aujourd'hui, nous devons parler de la création des richesses, de la distribution des richesses. Nous devons transformer notre économie. Mais aucun candidat ne parle de ces choses-là. Seth Kikouni est le seul qui soulève les débats de fond pour l'instant. Lorsque vous lisez notre projet de société, vous allez réaliser que c'est presque différent de tous les projets. Nous ne vendons pas de rêves, mais nous travaillons pour la transformation de la République démocratique du Congo. Merci, je reviens à vous tout à l'heure, Monsieur Kikouni. La Commission électorale nationale indépendante, par l'entremise de son vice-président Norbert Bassingezi, invite les prétendants à la magistrature suprême du 23 décembre à confirmer quelques détails techniques les concernant, indispensables pour le vote. La CENI demande à tous les 21 candidats présidents de confirmer leur nom, leur photo, ainsi que leur logo. Au plus tard, le 8 octobre 2018, ça sera de 10h à 13h au siège de la centrale électorale. La CENI rappelle aussi à la société civile, aux partis et regroupements politiques que l'accréditation des témoins, des observateurs et des journalistes va du 8 novembre au 22 décembre 2018 pour les témoins et du 8 au 10 décembre 2018 pour les observateurs. Et c'est samedi 6 octobre, le président de la Commission électorale nationale indépendante, que nous voyions tout à l'heure en image, était arrivé à Matadi, au Congo central, pour réceptionner les machines à voter, un dispositif d'impression instantanée de bulletins de vote. Et pour clore ce chapitre des présidentiables, sachez que le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication compte organiser dans les tout prochains jours une réunion qui mettra autour d'une table les principaux leaders de la majorité de l'opposition et les responsables de la RTNC pour aborder la question de l'accès de tout le courant politique aux médias publics. La décision a été annoncée vendredi à l'issue d'une séance de travail entre le bureau du CESAC et le membre du comité de gestion de la RTNC. Il s'agira, selon ces communiqués, de fixer les règles de l'expression pluraliste dans les services publics de l'audiovisuel. C'est ce qu'a indiqué ces communiqués signés par Chantal Kamimbo, rapporteur du CESAC. Monsieur Seth Kikouni, vous êtes très très célèbre parce que vous avez balancé une phrase qui apparemment était plus qu'une phrase, vendre la RTNC, et voilà le CESAC qui s'y met un peu. Vous êtes un peu satisfait? Un peu, oui, c'est une petite victoire, mais ce n'est que les débuts du changement que nous voulons. Parce que la RTNC demeure une chaîne publique et la RTNC doit être ouverte à tout le monde, à tous les partis politiques. Ce qui nous a fait le plus mal, j'étais au CESAC, j'avais déposé un mémorandum que nous avons une fois de plus présenté avec le collectif. Ce qui nous avait fait le plus mal, c'était le fait que la RTNC n'a même pas parlé de Béni. Nos compatriotes sont morts à Béni, mais la RTNC a choisi... Non, écoutez... Oui, mais écoutez, on peut comprendre qu'on ne donne pas la place aux opposants, mais Béni, la RTNC fonctionne avec l'argent du contribuable congolais, c'est inacceptable. On ne peut pas fermer les yeux. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord que la RTNC est un problème et qu'il faut une solution à ce problème-là. Nous allons continuer à nous battre pour cela. Il n'y a pas que l'accès aux médias pour les opposants. Nous avons aussi parlé de certaines émissions qu'il faut suspendre. Et dans la lettre, voilà, il est fait état de cela et c'est très important. Parce que nous devons évoluer, nous devons avancer et puis nous devons trouver une solution appropriée à ce problème.
Tenez-vous toujours avant de la RTNC? Nous allons le faire. Dans les 100 premiers jours, ça entre dans la logique de notre politique. Nous voulons désengager l'État et du secteur des médias et de l'économie. Pour une structure économique beaucoup plus rationnelle, nous voulons désengager l'État. Vendre la RTNC pour nous, c'est une priorité. Nous allons le faire. Nous allons essayer son chaîne nationale. C'est une proposition. Les gens pensent que... Alors vous aimez le buzz? Non, ce n'est pas pour le buzz. Nous proposons des solutions. Dans notre scène politique, les gens ne proposent pas des solutions. Ils cherchent à être politiquement corrects. Nous ne sommes pas dans cela. Il est temps pour les candidats de présenter, de proposer des solutions. Après, nous allons débattre. Même si ça choque, vous voulez faire du Trump? Écoutez, vendre la RTNC, ça choque, certes, mais nous ne serons pas le premier pays à privatiser. Que leur dites-vous à ces agents de la RTNC qui travaillent aujourd'hui et qui, je présume, ne vous aiment pas trop après ne vous aiment plus trop après cette phrase? Bon, lorsque vous décidez de vendre au privé une chaîne, il y a toujours des accords qui sont signés par rapport aux agents. Et puis, mesures d'accompagnement, certains seront maintenus, d'autres seront réaffectés dans d'autres services, vu que ce sont des fonctionnaires, ils ont certainement des matricules. Mais bon, écoutez, c'est l'intérêt de la nation qui est le plus important. Donc, certains perdront certainement leur travail, mais on ne peut rien faire. Parce que déjà là, la RTNC cause beaucoup plus de dégâts que la machine à voter. Nous sommes, nous, ici à Numérica, j'ai tenu quand même à vous le rappeler, et du côté du camp au pouvoir, on a organisé vendredi une réunion du bureau politique de la majorité présidentielle, une réunion élargie aux communicateurs. André Kimbuta Yango, cadre de cette plateforme, a fait l'annonce de la tenue prochaine d'une grande manifestation destinée à procéder à la présentation devant la base du candidat Chadari. Le secrétaire général de l'MP, Aubin Minakou, a quant à lui annoncé l'imminence d'une réunion qui réglera certains problèmes liés à l'invalidation de certains candidats. Et vous le savez déjà, la RDC, honorée par le docteur congolais Denis Mukwege, gynécologue qui soigne les femmes violées, avec lui, pour le Grand Prix Nobel 2018, Nadia Murad, ex-esclave sexuelle du groupe État islamique. Ce sont les deux lauréats du prix Nobel de la paix 2018. Toutes ces deux personnes sont récompensées pour leur combat contre le viol de guerre. Retour sur ces faits avec Ange Makadi qui nous éclaire. Le prix Nobel de la paix 2018 a été attribué au Congolais Denis Mukwege et à l'Irakienne Nadia Mourad pour leur combat pour mettre fin à l'utilisation de la violence sexuelle comme arme de guerre. L'un gynécologue, l'autre victime, Denis Mukwege et Nadia Mourad incarnent tous deux la lutte contre les violences faites aux femmes dans le monde. Âgé de 63 ans, Denis Mukwege, natif de Bukavu, dans l'est de la RDC et fils d'un pasteur protestant, est l'une des figures les plus emblématiques de la société civile de la RDC. S'il a démarré ses études à Kinshasa, c'est au Burundi qu'il a suivi ses études de médecine avant de se former en France. Après un exil au Kenya, le gynécologue revient de nouveau en RDC à Bukavu où il fonde l'hôpital de Pandi avec l'aide financière de la Suède. Le combat qu'il mène depuis plus de 20 ans contre les violences sexuelles et les viols utilisés comme armes de guerre par les groupes armés qui déchirent l'est de la RDC a agrandi sa renommée. Le gynécologue devient l'homme qui répare les femmes, titre d'un ouvrage que la journaliste belge Colette Brackman lui consacre en 2012. Denis Mukwege est reconnu comme l'un des spécialistes mondiaux du traitement des fistules. C'est à ce titre qu'il a reçu un doctorat honoris causa de l'université d'Ouméa en octobre 2010 en Suède. Il a défendu sa thèse de doctorat en 2015 à l'Université libre de Bruxelles. Denis Mukwege est également chevalier de la Légion d'honneur en France. Il a reçu les prix des droits de l'homme des Nations Unies en 2008, les prix Olof Palme la même année. En 2013 et 2014, on l'a décerné les prix Raj Laveli Award et Sakharov. L'année dernière, il est devenu docteur honoris causa à l'université d'Angers en France. Le docteur Denis Mukwege est devenu le premier Congolais à recevoir les prix Nobel de la paix dans toute son histoire. Et le docteur Denis
Mukwege. Restons encore avec lui. Il était très heureux hier. Il a dédié son prix Nobel aux femmes de tous les pays du monde meurtries par le crime. Écoutons-le. C'est avec une grande humilité que j'apprends cette nouvelle alors que j'étais en pleine opération chirurgicale dans mon hôpital. Aujourd'hui, mes pensées vont directement et orientées vers toutes les survivantes de viols et violences sexuelles en zone de conflit à travers le monde. Je suis honoré d'être nommé aux côtés de Nadia Mourad, avec qui je partage ces combats depuis quelque temps. En effet, cet honneur est une inspiration car il démontre que le monde est effectivement en train de prêter attention à la tragédie de viols et violences sexuelles. Ce prix n'aura de signification que s'il joue le rôle de mobilisation pour changer la situation des victimes en zone de conflits armés. Et le prix Nobel, tout le monde en parle, mais que connaissons-nous tous de ses origines? Sinon, découvrons-le ensemble dans ces commentaires rendus par Marie-Laure Moulumba. Un prix Nobel n'est pas donné à n'importe qui. Il apporte avant tout une grande notoriété, mais il permet également aux lauréats de recevoir une importante somme d'argent. Créée en 1901, la Fondation Nobel, du nom du célèbre chimiste suédois et inventeur de la dynamique Alfred Nobel, récompense des personnalités ou organisations qui ont apporté le plus grand bénéfice à l'humanité par leur invention, découverte et amélioration dans différents domaines de la connaissance. À cette occasion, chaque lauréat reçoit une médaille en mélange d'or et d'argent recouverte d'une couche d'or de 24 carats, un diplôme contenant son nom, une illustration et la raison pour laquelle il a gagné ce prix, à l'exception du prix Nobel de la paix. Dans son testament rédigé en 1895, Alfred Nobel avait demandé à ce que sa fortune soit utilisée pour récompenser chaque année des personnes ayant rendu des grands services à l'humanité dans le domaine de la paix, littérature, la chimie, la médecine et la physique. À ces prix est venu s'ajouter en 1868 le prix Nobel d'économie qui est en réalité le prix de la Banque de Suède en sciences économiques en sa mémoire. La somme reçue par les lauréats de chaque prix provient directement de rendements de capital laissés par ce génie de la chimie. La moitié du montant du prix pour Denis Mukwege, si le montant de chaque récompense de la première cérémonie en 1801 était de 16 000 €, la récompense a beaucoup augmenté pour atteindre un peu plus d'1 million d'euros dans les années 2000. Ainsi, le prix Nobel de la paix décerné à Barack Obama en 2009 avait remporté à l'ancien président américain 1,4 million de dollars. Mais depuis 2012, la Fondation Nobel a décidé, pour ne pas mettre en péril le capital sur le long terme, de fixer le montant de la rémunération des prix Nobel à 8 millions de couronnes, soit un peu plus de 850 000 €. Depuis lors, ce montant n'a pas été modifié. De quoi penser que le docteur Denis Mukwege pourra toucher la moitié, environ 425 000 €, étant donné qu'il partage ce prix avec la militante yézidie Nadia Mourad. Toutefois, il y a une possibilité pour le fondateur de la clinique de Pandi de toucher plus d'argent, vendre sa médaille d'or aux enchères. Par le passé, de telles ventes ont remporté en moyenne entre 250 000 et 350 000 €. Cette Kikouni, Denis Mukwege, prix Nobel, ça fait rêver? Oui, bien sûr, et je tiens aussi à les féliciter. C'est une fierté pour le pays, un premier prix Nobel pour le pays, même si ça nous rappelle malheureusement que le pays va mal, mais félicitations à lui. Nous sommes très fiers de lui pour le prix qu'il a remporté. C'est aussi de l'argent remporté, comme l'a dit Marie-Laure Moulumba
ces commentaires, vous les saviez? Oui, je le savais, mais au-delà de l'argent, il faut d'abord voir le fait qu'il s'est sacrifié pour réparer les femmes, comme on le dit tous. Donc, quand il a commencé à travailler pour réparer la femme congolaise, je ne pense pas qu'il a pensé remporter le prix Nobel un jour. Donc, l'argent, c'est un bonus, mais voilà, le plus important, voilà, l'honneur et le mérite, c'est ce qui compte pour l'instant. Et nous les félicitons pour cela. Vous pensez que ces prix permettent aux gens de voir la RDC différemment aussi? Oui, et j'espère aussi que ça va remettre sur la table ce problème-là de femmes violées, mutilées dans notre pays, surtout pendant cette période de campagne. Merci beaucoup. Santé, puisque nous y sommes, Octobre Rose, qu'est-ce que c'est donc d'après vous? Pour nous qui l'apprenons, il s'agit d'une campagne organisée chaque année en vue de sensibiliser au dépistage du cancer de sein. Comme sous d'autres cieux à Kinshasa, la Fondation Bomoko organise aussi une campagne de dépistage. Ange Makadi, Bermuda Lutonadio et Jiret Chimanga nous en parlent. Le cancer du sein est une tumeur qui se développe soit à partir des lobules qui produisent le lait, soit plus fréquemment à partir des canaux qui conduisent le lait vers les mamellons. Le cancer du sein est le genre de cancer le plus fréquent chez la femme au monde. Il est assez rare chez la femme de moins de 30 ans, mais plus fréquent chez celle qui a atteint 45 à 70 ans. Selon les statistiques, le cancer du sein est responsable de 11 200 décès par an. Il peut aussi toucher l'homme, mais dans des faibles proportions. Les cancers en général, c'est un développement anarchique des cellules au niveau du sein. Une fille de 12 ans, 18 a pu avoir les cancers du sein. C'est comme je l'ai dit tantôt, que les facteurs de risque étaient aussi la génétique, c'est-à-dire l'hérédité. Et une mère ou une grand-mère qui a fait les cancers peut voir ses petites-filles faire aussi les cancers par hérédité. Sur le plan environnemental, nous avons l'alimentation, nous avons les tabacs, la consommation du tabac, de l'alcool, et voilà un peu en général. Pour cette campagne menée à Kinshasa, l'accès est mis particulièrement sur la détection du cancer du sein. Même s'il est impossible d'éviter sa survenue, un cancer du sein pris à temps et mieux soigné comporte moins de récidives. Et lancement, c'était ce mercredi à Kinshasa de la campagne de 17 jours d'activisme de lutte contre les violences faites aux femmes. Les thèmes retenus pour cette année, l'autonomisation des femmes rurales et leur communauté. Objectif, définir le rôle de ces femmes et les aider à assurer leur autonomisation. L'atteinte des objectifs du développement durable d'ici 2030 passe aussi par l'autonomisation de la femme. Parmi ces objectifs, il y a l'élimination de la pauvreté, la faim et l'accès à l'eau potable. Pour y arriver, des femmes engagées pour la cause des femmes rurales réfléchissent ensemble pour rendre possible cette autonomisation. Les femmes congolaises sont nombreuses, mais beaucoup d'entre elles évoluent dans les milieux ruraux. Donc, si nous voulons obtenir leur épanouissement, il faut absolument travailler pour leur propre autonomisation dans leurs milieux respectifs. Il faut renforcer le pouvoir des femmes au niveau local. Or, ces femmes sont privées de beaucoup d'opportunités. Les femmes ont été encouragées à travailler de concert pour relever ce défi. La mise en place d'un pont de solidarité entre la femme rurale et intellectuelle était une des recommandations du panéliste. Je veux que nous ayons compris quelle est la part de la femme rurale en particulier. Quels sont les freins? Que devons-nous faire pour que sa condition change, pour que le pays émerge? De leur dire de ne pas baisser les bras, de ne pas douter, de ne pas décourager et de continuer à penser qu'elles ont leurs sœurs, leurs compatriotes qui travaillent étroitement à leur côté. La campagne de 17 jours d'activisme a débuté le 1er octobre. Le calendrier des activités prévoit 2 rencontres et échanges entre les femmes entrepreneurs, experts, praticiennes de développement et celles de la société civile. Parlons sport dans ce journal. Avant de nous dire au revoir, on peut dire que rien ne va pour le Football Club Renaissance qui vient d'être balayé ici à Kinshasa par le tout-puissant Mazembe par le score plus que fleuve de 6-0. Une équipe avec un jeu plutôt décousu qui a montré toutes ses limites dans une rencontre aux allures du Classico. Pourtant, cette nouvelle, voilà, c'était ça le sport. Pas une très bonne nouvelle, je n'aimerais pas être à la place de gens qui soutiennent les teams orange. Cette Kikouni, le sport, ça vous intéresse aussi? Vous n'êtes pas du team orange, j'espère.
Bon, je supporte toutes les équipes. Hein. Pour l'instant, je ne peux pas me prononcer sur... tout intérêt, oui, bien sûr. Mais j'aime beaucoup le football. J'ai moi-même joué au niveau semi-professionnel quand j'étais étudiant. J'aime beaucoup le football et le sport en général. C'était un plaisir pour nous que de vous avoir comme invité de ce journal. À très bientôt. À très bientôt, merci. Voilà, très chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. À vous aussi, à très bientôt.